On parle de Marseille depuis des mois. Au début, on parlait de guerre des gangs et les gens faisaient Antoine, guerre des gangs, t'abuses, etc. On parlait de l'Amérique du Sud, quoi, de cette logique de Colombie, etc. Bah, on y est. On n'a pas réagi. On a eu Macron qui nous a fait quelques opérations de communication, les fameux trucs XXL. Marseille allait être choyée par le président. Le président s'occupait de Marseille. On mettait tous les moyens. Et voilà, les mois Marseille passent. en grand, tu te Voilà, souviens? Marseille en grand. J'oublie toutes ces expressions de communication. Les mois passent. Et aujourd'hui, il y a des gamins de 14 ans à qui on file 50 000 euros pour tuer des gens en France. Eh bien, admettons que nous sommes désormais dans une situation comparable à celle de l'Amérique du Sud, de certains pays d'Amérique du Sud, et La évoquons, Colombie, par exemple. ouais, et évoquons l'exemple salvadorien. Le président, le Premier ministre du Salvador a des résultats très appréciés de sa population sur la sécurité, mais il a mis le paquet. C'est l'armée. Il a construit une prison en 8 mois. Voilà, c'est des dispositions judiciaires spécifiques et c'est tous les gens qui sont proches de ces gangs, etc., qui peuvent être interrogés, etc. Voilà, on ne pourra pas se sortir d'une situation pareille avec notre fameux état de droit dont on a tant parlé la semaine dernière. Alors, Il le est jeune urgent de, le prendre jeune des de mesures. 14 ans a été placé en détention, mais il risque quoi du fait de son jeune âge, en fait? Bah, quand on est mineur, au-dessus de 13 ans, en dessous de 13 ans, on ne risque rien. Au-dessus de 13 ans, on bénéficie de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. C'est-à-dire que tout simplement, vous encourez une peine 2 fois inférieure à celle qu'encourt un majeur. Parce qu'on considère que, avant d'être majeur, vous n'avez pas tout votre discernement, vous pouvez pas être jugé comme un majeur. Cette excuse de minorité, elle peut être levée par les juges, mais à partir de 16 ans. C'est-à-dire entre 16 et 18 ans, le juge peut, dans certaines circonstances, décider que le mineur encourra la même peine que le majeur, et en l'occurrence se verra infliger, puisque c'est décidé au moment de la peine, se verra infliger une peine égale à celle du majeur. Donc là, en l'occurrence, c'est un assassinat passible pour un majeur de la réclusion criminelle à perpétuité, donc un mineur, il risque 20 ans. Donc là, en l'occurrence, ce garçon, il risque 20 ans de prison pour ces faits-là. Et son complice commanditaire, il risque perpète. Mmh. Voilà. Et cette sauvagerie, qu'est-ce que Non, tu en dis? après, Parce que sur le fond, ce que dit le moi, procureur, parce que aujourd'hui, c'est la justice a-t-elle les moyens de lutter contre ces trafiquants qui non. recrutent de l'intérieur des prisons Mmh. et des gamins de 14 ans qui tuent. Alors, tu sais, j'aime bien la thèse, ah ben le coup est parti, c'est accidentel. Bah ouais, Non, mais mais si le ça, coup est c'est de la parti, ça veut défense. quand même dire que tu avais l'arme à la main et que tu l'avais braqué sur la nuque, quoi. C'est de la défense. Non, mais ça dépend plus de la justice à ce stade. Un tel niveau de banditisme, moi, ça m'attriste en quelque sorte. J'allais dire ça m'amuse, mais ça m'attriste. Ça me rappelle quand j'étais au collège, on étudiait les favelas brésiliennes. Ouais. Et on était, oulala, stupéfaits de ce qui se passait dans les favelas, et où en effet des jeunes mineurs, quasi adolescents, pouvaient se voir confier des expéditions mortelles, devenaient des tueurs à gages pour à l'époque c'était en francs, quelques dizaines de milliers de francs. Et on regardait ça vraiment, mais comme le tiers-monde total, on se disait comment c'est possible. Et en fait, aujourd'hui, on a exactement la même chose, pas seulement à Marseille, dans plein de villes de France. Donc je pense que s'en remettre à la justice, c'est vraiment se défausser face à un problème comme celui-là. Je pense que c'est devenu un problème totalement politique et qui aujourd'hui dépend à 100% de la volonté politique. Volonté politique du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, du Premier ministre, du Président et des élus locaux. La question, c'est est-ce qu'ils veulent ou pas se donner les moyens de lutter contre cette criminalité-là, qui ne va faire que s'aggraver d'ailleurs. Et je sais que les hauts responsables de ces sujets-là ont été briefés par leurs homologues sud-américains il n'y a pas très longtemps. Il y a eu toute une grande réunion, etc., pour leur expliquer que Mm. le problème était plutôt devant nous que derrière nous. C'est-à-dire que ces trafics génèrent de tels revenus qu'on va être frappé encore beaucoup plus durement que ça par les trafiquants de drogue, 5 milliards. avec des assassinats de juges, de policiers, d'avocats, de gens comme ça qui sont devant nous. Donc la question, c'est est-ce qu'on se dote ou pas des moyens de mettre un coup d'arrêt à ça? 5 milliards de chiffre d'affaires, c'est une estimation.
il y aurait 200 000 personnes en France qui vivraient directement du trafic de drogue. À qui on peut proposer 50 000 € en liquide dès l'âge de 14 ou 15 ans. Parce Non, qu'il y a la sauvagerie du meurtre du chauffeur de taxi, mais il y a la sauvagerie avec laquelle on a assassiné le premier tueur à gages potentiel, 15 ans. 50 coups de couteau et brûlé vif dans un coin autour d'un pâté de maison, hein, Joël Dagossian. Non, mais le problème, il est bien et très politique dans le sens où, enfin, il y a trop d'informations dans un simple entre guillemets fait divers. Il y a beaucoup trop d'informations. J'ai un souci d'information sur la capacité depuis la prison de commanditer un tel meurtre. Donc ça, on l'a déjà vu à quel point les prisons étaient maintenant complètement apparemment libres puisqu'on peut organiser une évasion, commanditer des meurtres, commander des plats de Uber Eats. Enfin, je veux dire, on a déjà cette problématique-là dans ce meurtre-là. On a la problématique des mineurs, même de l'ASE, j'ai envie de dire, parce qu'un mineur qui est placé à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire qu'il est maintenant sous la responsabilité de l'État, des services de l'État, de protection de l'enfance, et qui, entre 9 et 14 ans, évolue tel qu'il puisse tuer quelqu'un. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 9 et 14 ans? La responsabilité des parents. Exactement. Exactement. Donc là, on a un autre souci. On a un souci sur la circulation des armes. Je me dis, mais attends, mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, qui sont ces gens qui peuvent facilement se procurer des armes? Qui sont ces mineurs qui peuvent facilement se procurer des armes? Demander un embargo sur les armes en France? Moi, il m'apparaît qu'il y a trop de problèmes dans un seul fait. C'est incroyable à quel point on voit tous les soucis de l'État, l'impuissance de la politique dans un seul fait, sans compter le problème de Marseille, qui ne date pas de Macron, parce que moi, je me souviens aussi du débarquement de Valls à Marseille, de Manuel Valls à Marseille, avec les gros bras, avec la police, etc. On allait régler le problème, etc. Et c'est pas seulement le problème de Marseille, parce que, pardon, on met des règlements de compte, on a à Grenoble, on en parle régulièrement. Exactement. Et ce serait trop facile de dire que c'est Marseille pose un problème et tout se passe bien ailleurs. Oui, mais dès qu'on dit Marseille, on se dit, ah oui, encore Marseille, effectivement, c'est la mexicanisation. Mais moi, je me souviens que ce problème avait été soi-disant pris à bras-le-corps par plusieurs gouvernements en amont. Et puis ensuite, ce à quoi j'assiste là, c'est des choses pour moi qui étaient de la fiction, de l'ordre de la fiction. C'est-à-dire, c'est des choses que je regardais à la télé en me disant, c'est un bon film américain, il y a du suspense, il y a de la tuerie, etc. Et ça, c'est ce que je voyais sur les sicarios. Donc, c'était les jeunes enfants de Colombie. Sicario, c'est le terme pour dire assassin. Oui, exactement, mais c'était des tout petits, c'était des jeunes de 15 ans qui tuaient dans l'armée, entre guillemets, d'Almodovar. Le pauvre. Escobar, pardon. Escobar, donc, franchement, il n'y a pas plus politique que ça. C'est plus la police, c'est plus la justice. Là, c'est la politique, c'est l'État qui doit se dire. Il y en a même, j'ai envie de dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a même un petit peu ras-le-bol de ces procureurs. Ils font leur boulot, mais qui viennent au micro nous expliquer à chaque fois on a franchi une étape. Mais ce ne sont pas des sociologues, ce ne sont pas des gens pour analyser, ils sont là pour agir. Ou alors soit ils n'ont pas les moyens, et qu'ils le disent d'ailleurs. Alors certains ont commencé à le dire, mais ils s'étaient fait taper sur les doigts par le garde des Sceaux, le précédent Dupond-Moretti, le procureur de Marseille, où il avait reproché d'employer certains mots. Mais à un moment donné, il y en a marre de ces constats. On a envie d'avoir des solutions. Alors peut-être que les solutions ne sont pas toutes simples à mettre en place, mais enfin, ça serait bien que le procureur nous dise qu'est-ce qu'il fait précisément pour lutter contre ça. Non, mais là, vous vous en remettez à l'ASE, à la justice, etc. À mon sens, non, mais oui, mais il faut l'armer. D'abord, tous les enfants de nos banlieues n'ont pas et de nos quartiers chauds n'ont pas à être pris en charge par l'ASE. Il y a un moment donné, ils ont quand même. Celui-là, il y était parce que ses parents sont en prison. Oui, mais posons-nous des questions. Je veux dire, ils ont quand même des parents. Oui. Donc, la responsabilisation des parents, c'est quand même un sujet très important là-dedans. On ne peut pas tout attendre de l'État. C'est pas parce qu'un gamin est à l'ASE qu'il va devenir t'es encore en dessous en parlant de normalien et énarque. Parents, quoi. Pardon ? T'es encore en dessous aussi en disant c'est la responsabilisation des parents. Non, on doit passer un truc. La question de l'état de droit qu'on évoquait la semaine dernière nous empêche d'avoir les réactions nécessaires. Au Salvador, les gangs, ils sont allés les chercher, ils les ont mis en prison avec l'armée. C'est-à-dire que tu dois protéger ta population. Et on n'est plus sur un niveau de responsabilisation des parents. Quand t'as 14 ans, le bonhomme... Oui, mais ça veut dire quoi, par exemple ? Eh ben, on les prend, on les met en prison. C'est-à-dire que même préventivement, c'est-à-dire que l'appartenance à un gang peut devenir une incrimination légale. Et donc, on doit passer dans une logique anti-gang où la seule appartenance, la seule proximité avec des membres du gang permet de te sanctionner.
Eh oui, c'est. Alors on me dira l'état de droit, Antoine, tu peux pas. Mais il s'agit de protéger la Non, mais population. personne dit ça. Tout Il faut y le aller. monde est d'accord maintenant. Il suffit d'avoir un peu de volonté là-dessus. On verra ce que fait le jeune Retailleau. C'est Djibril qui va l'évoquer avec nous. Bonjour Djibril. Oui, bonjour Alain. Parce Bonjour que DG, vous allez bien? je disais, Bonjour, vous êtes chauffeur VTC Oui. et vous connaissiez, parce que vous vous êtes croisé, Nessim, le chauffeur VTC qui a été tué d'une balle dans la nuque. Croisé il y a une dizaine de jours à la gare Saint-Charles de Marseille. Vous Mhm. savez, on se croise souvent entre collègues, soit à la gare, soit à l'aéroport. Donc son visage me revient et que voilà, on est choqué, triste et en colère, quoi. En J'imagine. colère parce que malheureusement, c'est des choses qui, bon, comme Nessim, qui arrivent à la mort, ça n'arrive pas tous les jours, mais des agressions, ça arrive souvent. Des prises de tête avec des clients qui malheureusement veulent pas payer ou bien rentrent, nous agressent, nous disent amène-nous là, arrête-toi là ou bien autre. Donc ça fait peur. C'est pour ça que, comme j'ai dit à votre collègue, moi ça fait 6 ans que je suis VTC à Marseille. Et bon, maintenant je connais Marseille comme ma poche et il y a des endroits malheureusement je n'y vais plus. Pourquoi vous n'y allez plus? Parce que je sais comment ça va se passer. Par exemple, on va arriver dans le quartier, en bas il y aura les checkpoints. Donc le guetteur il va nous dire vous allez où, ouvre ton coffre, qui tu vas chercher, où ça. Donc toutes ces choses-là, voilà, moi je travaille, je suis pas là. Ouais, pour risquer votre vie, quoi. Ouais. Bah voilà, risquer ma vie. J'ai des enfants comme lui malheureusement et aujourd'hui, il y a des endroits où je mets plus les pieds. Je mets plus les pieds. Mes collègues c'est pareil. Il y a des adresses quand on les reçoit, par exemple, on reçoit des courses dans des quartiers, on les évite. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un mois de ça, j'ai reçu une course. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier de la Castellane. Je pense que tout le monde le connaît. Je reçois une course d'une personne et j'avais pas fait attention à l'adresse. Donc j'accepte la course et à la seconde, le client m'appelle, me dit s'il vous plaît venez, je sais que vous allez annuler la course, mais s'il vous plaît venez, c'est une urgence, j'ai mon train à la gare Saint-Charles. Je dis pourquoi vous habitez où? Je dis j'habite à la Castellane. J'ai dit il m'a dit non mais s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît, je suis pas quelqu'un du réseau, je suis pas quelqu'un j'ai juste envie de prendre mon train, malheureusement je vais le rater, donc voilà. Donc j'ai dit ok d'accord, vous venez, mais vous descendez en bas du quartier pour vous récupérer. Je rentre pas dans le quartier. Donc il m'a dit non, il n'y a pas de problème, je viens. Et donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui me fait qu'aujourd'hui... Ouais, on en est là, ouais. Mais pour parler de Nessim Ramdane, parce qu'on parle souvent quand même des tueurs, on parle rarement des victimes. Il était visiblement quand même connu parce que c'était un passionné de foot, c'était un peu une des figures locales des clubs amateurs, il était très engagé. Oui, c'est ça, c'était une bonne personne. Apparemment, moi je le connais comme vous dites de loin, mais mes collègues ils le connaissent un peu plus. Il avait 3 enfants. Vraiment que il avait 3 enfants. Il avait d'ailleurs quitté, je crois, les quartiers nord de Marseille pour s'installer un peu plus loin. Il était on va dire, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, à Saint-Zacharie, ça s'appelle. Et il jouait au foot là-bas, il s'était installé. Mais sa mère, elle est toujours à Marseille, non, mais les retours que j'ai, en tout cas, c'était une très bonne personne, bien connue à Marseille. Oui, qui faisait VTC pour arrondir ses fins de mois aussi. Il faisait VTC à côté. Et malheureusement, je pense que peut-être il venait de commencer, il connaissait pas trop la ville. Et s'est retrouvé à 4 h du matin dans un endroit... C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez un gamin de 14 ans ou de 15 ans, pensez pas forcément que vous allez avoir affaire à un tueur à gages impitoyable qui va vous mettre une balle dans la nuque, quoi, qui est armé d'un 357 Magnum. On ne sait pas exactement pourquoi. Djibril, je vous remercie de ce témoignage. Bonne route à vous, bon courage aussi au quotidien. Faites attention, soyez prudents. David est avec nous aussi. Bonjour David. Bonjour les GG. C'est vous aussi, David. Vous êtes de Marseille. Comment vous avez réagi en entendant tueur à gages, 14-15 ans pour 50 000 euros? C'est un constat. Je suis déjà très content de vous avoir parce que je vous écoute depuis 2014 et c'est un plaisir de passer à l'antenne. Le constat, il fait mal et c'est une décadence. Ce que je constate, c'est ça, c'est la décadence de la ville, la décadence du monde de cette jeunesse marseillaise et pas que marseillaise. La perte des valeurs, la perte des repères, ça me fait mal au cœur parce que c'est juste un témoignage de colère et d'incompréhension. Comment on peut, à 14 ans, faire ça, le vouloir quelle est la prochaine étape? C'est-à-dire, où est-ce qu'on va aller encore plus loin dans
dans l'horreur, dans le crime, je sais pas, il y a eu les places nettes qui ont été faites. Est-ce qu'il faut les refaire? Est-ce que je sais pas en fait. C'est un point d'interrogation. Je me questionne sur fond de colère et d'incompréhension. Ça vous donne envie de quitter la ville ou pas, ça? Oui, j'y pense depuis. En tout cas, les quartiers chauds, parce que tout Marseille n'est pas non plus gangréné par le trafic de drogue. C'est ça. Alors moi, j'étais à Nice pour la petite histoire. Je suis arrivé à Marseille il y a 4 ans pour le travail. Mais c'est-à-dire, j'arrive pas à en croire, en fait. J'ai l'impression que l'info, c'est une fake news, tellement que ça me... Ça vous glace. Voilà, ça me glace le sang, parce que c'est des minots de 14 ans, quoi. Enfin, moi, je me dis, à 14 ans, j'étais pas du tout là-dedans. Ça me venait même pas à l'esprit. Je veux me dire, mais déjà... Comment on peut recruter un gamin de 14 ans pour commettre un meurtre? Et comment à 14 ans on peut accepter ça? Par les réseaux. En plus, on le recrute par les réseaux et depuis la prison. Et comment il peut se procurer une arme à 14 ans aussi? Parce qu'il y a la question de la circulation des armes. Il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai entendu le chiffre de 50 000 €, mais je peux vous assurer que ça aurait pu être 10 000, moins, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil parce que j'entends des histoires de vengeance. Et contrairement à ce qui a été dit, je pense pas que la place d'un gamin de 14 ans, ça soit en prison. Mais quel est l'avenir pour ce gamin? Quel est son avenir maintenant? À un moment donné, il faut quand même en prison, il faut protéger la société. C'est-à-dire qu'on doit absolument sortir de nos logiques actuelles qui sont trop gentilles, trop faibles face à le niveau de violence de ces gangs. Et donc, mais ce gamin de 14 ans, il doit très vite être mis hors circuit, et même avant qu'il fasse ce genre de... Mais mis hors circuit, c'est-à-dire tu le mets en prison tout de suite? Ouais. L'appartenance à un gang, la proximité avec un gang doit permettre d'écarter de la société ces gens-là. Mais tout à l'heure, Charles parlait de ce qui nous attendait devant, donc la tuerie de juges ou de policiers. Il y a aussi autre chose. Si on regarde bien ce qui se passait, en tout cas en Colombie, c'était le quartier qui était non seulement tenu par les trafiquants de drogue, mais aussi, j'ai envie de dire, soutenu socialement par les trafiquants de drogue. Et quand on entend le chauffeur de taxi de Uber qui disait qu'il ne va plus dans certains quartiers, moi par exemple quand je vivais dans le 93 et que je sortais le soir, c'était assez compliqué pour que je trouve un chauffeur qui accepte de me ramener à Aubervilliers par exemple. Donc je galérais beaucoup avant d'avoir une course acceptée. Mais quand c'est comme ça, quand vous êtes livré à vous-même et que vous ne faites pas partie de trafic ou de choses comme ça, qui vous aide? Eh ben, je peux vous dire que ce sont les trafiquants du quartier. J'ai expliqué plusieurs fois que lorsqu'il y avait une panne d'ascenseur ou quoi que ce soit, c'est les trafiquants de quartier qui prennent les courses, qui montent les courses, etc. Quand tu regardes en Colombie, c'est eux qui vont te faire des courses à la supérette, etc. Donc, il faut vraiment que l'État comprenne qu'il doit reprendre entre guillemets sur le tissu social, quoi. Ouais, exactement, parce que au-delà des checkpoints et tout, à un moment, ils peuvent fournir aussi des attractions pour les enfants, etc. Plein de choses qui font que l'État n'aura même plus la main sur ces quartiers-là. Donc ce sera plus que du crime. Et tu peux pas refuser, parce que si tu refuses, tu te retrouves menacé. Excuse-moi, ce monsieur qui appelle le Uber et le Uber ne vient pas. Enfin, là, il est venu, mais en tout cas, qui ne peut pas. À un moment, si tu as un jeune qui a une voiture et qui dit, écoute, tu vas où? Vas-y, je te dépose, etc. Qui commence à faire le boulot de ce que le secteur privé ou même le secteur public ne fait plus. Qu'est-ce qui se passe? On va assister à une prise en main totale de certains quartiers. David, je vous remercie d'avoir été avec nous, David. Je peux vous emprunter une petite seconde pour une pensée pour les victimes et toutes les victimes. Et moi aussi, comme disait Djibril, moi j'invoque le droit de retrait dans certains quartiers dans lesquels je mets pas les pieds. Et je voudrais faire un petit coucou à ma femme Virginia. Voilà. Merci David d'avoir été avec nous. Donc ouvrier dans le bâtiment, merci. Omar veut apporter son témoignage aussi. Bonjour Omar. Bonjour à tous. Omar dans l'Essonne, parce que quand on parle trafic de drogue, enfant de 15 ans, ça vous fait réagir personnellement. Pourquoi Omar? Il fallait à tout prix que je vous appelle pour pouvoir donner mon témoignage, les GG. S'il vous plaît, laissez-moi aller juste au bout de ce que j'ai à vous dire. Très important. J'ai mon petit frère. On a beaucoup de chance dans notre famille. On a eu une bonne éducation. Nos parents ont tout fait pour nous. On ne manque de rien. Nous sommes une fratrie de 7. 7 frères et sœurs. On ne manquait absolument. Excusez-moi, hein, c'est vraiment l'émotion. Et j'ai mon petit frère de 15 ans aujourd'hui qui est le dernier de la fratrie qui est totalement incontrôlable. Incontrôlable. Aujourd'hui, mon petit frère, ça fait 15 jours, on ne sait pas où il est. Il y a encore quelques jours, mon père a découvert dans sa chambre la somme de 30 000 €. Depuis plusieurs
depuis pratiquement 2 ans, on fait tout pour que mon petit frère se sorte de cette galère, mais on n'arrive absolument pas. Il s'est devenu un danger public. J'en ai même moi qui ai 40 ans peur de lui. Et pourquoi il est dans un gang? Oui, il est dans un gang. Dans un gang qui m'a même menacé, moi, qui est son propre grand frère, qui a essayé de le sortir de ce pétrin. Je l'ai essayé cet été de le ramener à l'étranger. On est parti. Mais j'ai reçu des menaces les plus hardcore que j'ai jamais vues. Je me suis fait menacer. On m'a interdit d'approcher mon petit frère. On m'a interdit de lui parler. Vous avez porté plainte? Mes parents, j'ai porté plainte, j'ai été au commissariat, j'ai signalé mon petit frère pour qu'il fasse quelque chose, j'ai été voir le juge, on a écrit au juge, on a tout fait avec nos parents. Qu'est-ce qu'on vous répond alors? Que dit vous juge? Aucune réponse jusqu'à l'heure qu'il est, aucune réponse, zéro réponse. On ne sait pas quoi faire, mes parents sont de plus en plus malades. Aujourd'hui, ils sont âgés, ils ont tout fait pour cet enfant, on a tout fait pour lui, on fait tout. J'ai été cet été en vacances à l'étranger avec lui pour pouvoir un peu le sortir de ce pétrin. Et c'est parce que pour moi, c'est un petit jeune, il a 15 ans. Comment il s'est laissé entraîner là-dedans? Un ami à lui. Un ami à lui. Il a été traîné alors que c'était un petit jeune qui découvrait la vie. Il avait à peine 13 ans. Et c'est quoi, il y a l'argent facile? L'argent facile. 30 000 € à 15 ans. Aujourd'hui, il s'achète des habits, des vêtements que je ne pourrais jamais me payer de ma vie avec mon petit métier que je fais. Ouais. Et quel est son rôle dans le trafic alors à 15 ans? Écoutez, je le soupçonne, j'en suis persuadé. Il a commencé par être, comme certains le disent, être un chouf, commencer à être un chouf. Ensuite, il a commencé à prendre un peu plus de galons, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, donc un guetteur. Un guetteur. Alors pour moi, aujourd'hui, j'en suis persuadé, c'est devenu un assassin. C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Pour qu'on trouve chez vous des armes avec plusieurs balles, pour moi, vous êtes un tueur. Dans sa chambre, il avait des armes? Dans sa chambre, il avait des armes, une arme que j'ai récupérée avec des balles, que j'ai ramenée au commissariat, parce qu'il fallait à tout prix que je débarrasse cette arme de chez mes parents. Excusez-moi, c'est quoi comme une arme? C'est une arme de poing? Une arme de poing avec des balles que j'ai ramenée au commissariat. Et arrivé au commissariat, j'étais à 2 doigts d'être passé en garde à vue. Ah, ils vous ont suspecté vous-même? Oui, j'ai été suspecté. J'ai été suspecté pendant 6 heures. Je suis resté là-bas. Alors réexpliquer. J'ai dû faire intervenir mes parents. Mes parents sont venus. C'est de là où, en fouillant dans son dossier, qu'ils se sont rendus compte que oui, j'avais un petit frère très dangereux. Et là, il est où? Alors, il est parti, il a disparu de la circulation? On ne sait pas où il est. J'ai eu quelques échos comme quoi il est parti en Espagne. Voilà, je sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a tout un réseau qui l'emploie aujourd'hui. Totalement. Mais ce réseau même basculé dans la grande criminalité. Il rentrait chaque jour à la maison avec des sommes que je ne peux pas avoir. Mais Omar, vous nous appelez de l'Essonne. Alors on sait que dans l'Essonne, il y a une vraie guerre des gangs, de bandes. Malheureusement, on a parlé de l'Essonne dans des règlements de compte sanglants. Mais vous avez une idée du gang, de la bande dans laquelle il sévit? Écoutez, ou pas? Oui, totalement. Je le dis, il est du côté de Grigny. Pourtant, il n'habite pas du tout là-bas. Pas du tout là-bas. On n'a même pas grandi dans cette zone-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a un ami qui vient de là-bas, donc il a été traîné dans ce coin-là. Du côté de la Grande Borne, c'est ça? Du côté de Grigny, exactement. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu l'un des chefs. Pour moi, c'est devenu un des chefs. À 15 ans. À 15 ans. Aujourd'hui, il rentrait tous les jours avec des sommes énormes. Alors j'ai dit à ma mère, ne touche surtout pas cet argent, elle ne touchait surtout pas. Elle le jetait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent, vos parents? Ils l'ont rendu? Qu'est-ce qu'ils ont appelé les policiers? On l'a déposé au commissariat. Ils ont pris l'argent, ils ont dit qu'ils allaient en payer au juge et puis que l'affaire était en cours. Mais et là, vous n'avez plus de nouvelles de votre frère de 15 ans, vous ne savez pas où il est. 15 jours, on ne sait pas où il est. Ce qui est dingue dans votre témoignage, c'est que vous avez alerté la justice, la police, vous avez vu la dérive de votre petit frère, et finalement, derrière, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous êtes... On a prévenu tout le monde. On a même écrit une lettre au ministre, qui était le ministre... celui qui était le ministre... Dupond-Moretti, excusez-moi. On a écrit un courrier à ce monsieur en pensant que ça allait faire bouger les choses, mais ça n'a absolument rien changé. Aujourd'hui, je vous dis très franchement, ma mère, lorsqu'elle m'a dit ça hier soir, elle préfère le voir mort plutôt que dans la situation dans laquelle il est. Pourtant, il n'a que 15 ans. Omar, je comprends votre émotion. Je comprends votre émotion, ce témoignage froid que vous nous livrez.
Et oui, plein d'émotions aussi. Merci, Omar. Et terrible. Ne mettez pas ça sur le dos de mes parents. Nos parents, non, bien sûr. On est une grande famille, certes, mais nos parents se sont donnés corps et âme. Oui, c'est la dérive de votre petit frère. On ne manquait absolument de rien. Mais il a fallu que ce dernier de la famille soit traîné par mauvaise fréquentation. Il a basculé. Omar, merci vraiment de votre témoignage bouleversant et glaçant aussi. Glaçant parce que, comme vous le disiez vous-même, vous êtes une famille qui entourait tout le monde. Oui, mais le problème, et il a basculé quand même. Mais là, la famille peut pas tout, et c'est là où quand même les autorités devraient prendre le relais. Visiblement, il y a eu un manque à un moment donné, quoi. Clairement, ils appellent, ils demandent même à ce qu'il soit sorti. De l'aide, c'est un appel à l'aide qu'a livré Omar. Qu'il soit sorti du quartier. Écoutez, Omar, moi, ce que je vous propose, c'est que quand on fera ces sujets comme ça, qu'on essaie de vous avoir au téléphone, suivre l'évolution aussi de votre petit frère, savoir comment ça se passe. Et je vous remercie encore d'avoir témoigné. On a posé la question, est-ce qu'on est dans une sauvagerie inarrêtable, oui ou non ? Vous dites oui à 81%. Voilà, c'est sans appel non plus. Merci encore de vos témoignages, Djibril, Omar, David, d'avoir été avec nous dans les GG au 32-16. Dans un instant, suite des GG avec le On s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.